Bonjour tout le monde, bienvenue dans le trio économique qui est encore en duo cette semaine. Euh, Pendant que Yann est parti, on ne sait pas trop où exactement. Vincent mange son steak and egg, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça que c'est ça la vie. Tu m'avais averti hein, avant qu'on commence, Vincent, t'avais dit j'ai pas. T'avais, t'avais dit j'ai pas eu le temps, j'ai un meeting, fait que ça se peut que je mange pendant le Pendant, podcast. effectivement. C'est drôle. Salut, gang. Yes. Hey, vu qu'Yann n'est pas là aujourd'hui, j'ai pensé y trouver un remplaçant. Fait que là, j'ai plusieurs contenders. Fait que les gens pourront voter dans les commentaires. J'ai la plante verte. Ça, ça peut quand même être de mise. Symbole la de la dame. politique. Moi, je veux la dame. Moi, je veux la dame Ouais. de la CAQ. Ouais. Après ça, j'ai Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, ouais. Pierre, je sais pas si c'est Pierre qui donne n'amasse pas mousse ou. Après ça, j'ai l'oncle Joe. Budget Matlock. Ouais. J'ai l'oncle Joe. Après ça, j'ai notre premier ministre. On peut aussi. Hey, c'est Laurence d'Arabie. Ouais, je sais. Je cherchais des déguisements de lui. Il a effectivement de l'air un peu toujours comme ça. Là. Après ça, j'ai. C'est important, là, de parler d'économie. Mais je pense que, ouais, il y a pas mal de gens qui vont. Qui vont s'accorder pour dire que c'est cette madame-là qui devrait remplacer Yann dans le podcast. Là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis non seulement ça, mais il faut expliquer que Yann, cette semaine, est en fait, a changé de parti. Il est allé de Québec solidaire au Parti québécois parce qu'on se consultait avant les faits. Puis on s'était dit que c'était plus facile de faire un takeover du PQ que de QS parce que quand il te reste 3 membres, ben, tu sais, Yann, c'est déjà 25% des votes. Quatre jours après avoir envahi le palais présidentiel, les bureaux du premier ministre sont pris d'assaut par des manifestants. Le président Gotabaya Rajapaksa est en fuite. Il a désigné son premier ministre, Ranil Wickremesinghe, comme président par intérim. Il est encore trop proche du clan Rajapaksa. La colère persiste. Nous sommes des citoyens du Sri Lanka. Nous sommes ici pour sauver notre pays, dit cet homme. Le pays de 22 millions d'habitants est au bord de l'implosion. Fortement endetté, le gouvernement n'a plus de devises étrangères pour importer les produits de base comme le pétrole. Il y a une faillite. Ça va pas, ça va pas super bien là-bas. Là. C'est full inflation. Puis ils ont toutes sortes de problèmes agricoles aussi. Puis en marge de ça, ben, je regardais un peu les Pays-Bas. C'est pas chic non plus. Là. Si on regarde les images, là. Tu as des blocages un peu partout. Tu as un genre de convoi là, qui a l'air à se dessiner. Puis, tu sais, je voyais un peu des images un peu partout là, qui circulent de là-bas. Là. C'est des manifestations qui en finissent plus. Puis, là, grosso modo, c'est de ce que j'ai compris. Puis je suis vraiment pas un expert du dossier. Là, j'ai lu là-dessus pour me faire une tête. Là. Mais en gros, depuis le 10 juin dernier, il y a un nouveau règlement qui n'est pas encore entré en vigueur, mais qui va l'être. Puis c'est ce qui a déclenché des vagues de protestation. C'est que le gouvernement du Pays-Bas s'engage à, d'ici 2030, ils veulent réduire de 50% les émissions d'azote. Fait que là, ben, ils réduisent, dans le fond, la quantité d'azote qui peut être émise par les farmers. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est il faut qu'ils réduisent le bétail, là, de ce que je comprends. Là. Parce que ça représente à peu près 30% de bétail en moins, de ce que je comprends, là, ce nouveau plan-là. Là, il y en a qui disent que ça va amener quasiment des famines ou je ne sais pas trop. Là. Bon, il y a beaucoup de trucs qui se disent là-dessus. Il faut en prendre puis en laisser. Il faut en laisser mais disons que ça brasse pas mal. Je lisais un des trucs que tu avais envoyé, un des liens que j'ai trouvé super bon. Là, c'était... le truc de Yale? Le truc de Michael Schellenberger, le Dutch Farmer Revolt Against Green Elite. Je vais le partager à l'écran, les gens qui veulent
qui veulent le voir, je trouvais que c'était quand même un bon article. On voit aussi les images là, d'espèces de blocages qu'il y a un peu partout. Puis, tu sais, à brûle pour point de même, avant qu'on rentre peut-être plus dans les détails de ce qu'on avait à dire là-dessus. C'est sûr que tu te demandes un peu, bon, tu fais la balance des pour et des contre. J'ai de la misère à comprendre c'est quoi d'un point de vue gouvernemental, c'est quoi l'intérêt d'aller de l'avant avec ce genre de truc-là. Là. Bon, on comprend là, que ça fait de la pollution, là, mais j'ai pas l'impression que c'est une clientèle que j'aimerais me mettre à dos. Honnêtement, là. Ils ont l'air d'être décidés à faire pas mal de grabuge. Puis, tu sais, est-ce qu'on a, d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on a vraiment des évidences là, que c'est la chose qui est à faire, puis que c'est absolument ça qu'il faut, avec ça qu'il faut aller de l'avant? J'ai lu, puis il n'y a rien qui m'a convaincu, honnêtement, que c'était nécessaire, là, cette affaire-là. Ben écoute, moi, de ce que j'ai lu, je peux comprendre le problème. Mais tu vas voir que c'est là qu'il y a une différence entre l'écologisme de marché que toi puis moi, on défend. C'est-à-dire qu'on nie pas qu'il y a des problèmes environnementaux. Souvent, en fait, on va être d'accord sur les constats avec des gens de gauche. C'est juste que contrairement à beaucoup de gens qui défendent des mesures de rectification environnementale, il y a une sorte d'anti-marché, anti-capitalisme dans leur tête. Puis j'utilise le mot capitalisme parce que tu sais que je le haïs comme faux, ce mot-là. Là. Ouais. Je l'utilise pour les gens qui ont un esprit analytique simplet, par exemple, sortons les poubelles, parce qu'il faut que je leur sac une petite volée, parce que je sais que c'est difficile pour vous de comprendre des choses complexes, un peu comme Maxime Bernier, mais quand je dis capitaliste, on va parler de la chose complexe comme l'économie de marché. Mais chez cette espèce d'élite-là, il y a l'idée que s'il y a un problème environnemental, le problème est causé par le marché, donc il faut que l'État intervienne davantage. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Toujours de manière punitive en plus. Hein. C'est toujours avec un peu du jour au lendemain, on arrive avec des nouvelles normes. Puis là, il faut absolument que ce soit fait. Les gens ne sont jamais consultés. C'est ça, moi, je pense, qui choque beaucoup le monde là, au sens large. C'est-à-dire que à un moment donné, tu arrives avec une nouvelle. Là, le gouvernement vient de découvrir une nouvelle affaire. Là, ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Là. Et là, maintenant. Ils ont l'illumination, on ne peut plus faire ça, il faut absolument que ce soit de même. Et puis là, ils arrivent avec des projets de loi pompeux. Bon, d'ici 2030, là, il faut que tout le monde ait des voitures électriques. Là, tu te dis, OK, un instant, là, est-ce qu'on peut juste... sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut juste prendre notre gaz égal 2 secondes puis réfléchir aux implications de cette mesure-là, s'il vous plaît? Parce que là, eux autres, ils arrivent avec le grand sabot dans l'économie, puis tassez-vous de là, les ploucs, là, nous autres, on sait comment ça marche. Ouais, attendez un peu, là. Non, mais écoute, dans le chat, je t'ai envoyé un graphique pour montrer à quel point il y a une incohérence dans l'idée qu'il y a la réponse. Mais ce qu'il faut comprendre avant que j'explique le graphe là, que je t'ai shooté, c'est que... je ne le vois pas encore. C'était dans le chat du stream? Là? Non, dans notre Facebook. Okay. C'était le graphique sur les subventions. Oui, OK. Le problème que ça pose aux Pays-Bas, c'est que la quantité d'animaux dans un espace relativement petit, parce que les Pays-Bas, c'est un petit pays avec une très haute densité de population. Ils sont 17 millions pour un territoire minuscule. Mais aussi qu'une grande partie est sous le niveau de la mer, parce que les systèmes d'irrigation que les Néerlandais développent depuis le 13e siècle, en fait, parce qu'on oublie que c'est une longue tradition, font en sorte qu'ils ont réclamé des dizaines, des centaines de milliers d'arpents, d'acres de la mer de la mer du Nord qu'ils ont réclamé. C'est des quantités gigantesques. Il ne faut pas se cacher. Mais ça fait aussi que quand tu as une grande quantité d'animaux, le résultat, c'est que tu pollues énormément par les sous-produits, les déchets de la production agricole. Et donc, ça pollue beaucoup. Mais comme il y a beaucoup de monde qui sont affectés, polluer, disons... Un endroit où est-ce que tu tires X quantité d'eau, par exemple, va être particulièrement nocif. Donc, la densité amplifie le problème des déchets. S'il n'y avait personne qui vivait là, le problème serait beaucoup plus petit. Mais comme il y a une grande quantité de gens, l'idée, c'est que le nitrogène qui est émis est problématique. Maintenant, disons que le problème, on va le reconnaître, puis en fait, pas disons, on va le reconnaître, c'est un problème. Il y a un coût
tant pour la santé que pour l'environnement. Okay? C'est non négociable. Par contre, ce qu'on va souligner, c'est qu'un des animaux qui a l'air d'être ciblé dans la conversation par les groupes qui ont proposé cette loi-là, puis par le gouvernement, c'est le cochon. Mm-hmm. Et quand tu regardes les vaches aussi, mais ça ne changera rien au graphique que je te montre. Le graphique que je montre ici, c'est pour l'Union européenne dans l'ensemble, parce que la politique agricole se fait, des aides aux agriculteurs se fait beaucoup au niveau de l'Union européenne. Donc, l'OCDE produit la mesure, ça s'appelle support aux producteurs, qui est calculé en termes de toutes les formes d'aide qui sont reçues en pourcentage des revenus agricoles des exploitations par type d'exploitation, cochon, bovin, porcin, bovin, caprin, caprine, production caprine pour les chèvres. Donc, tu continues de faire la liste, puis ils ont tout ça. Ils ont toutes les mesures par type de récolte ou par produit. Et ce que tu vois, c'est que depuis les années 80, il y a une baisse dans les subventions qui sont offertes, que ça commençait que l'aide que l'État donnait, c'était égal à 40% des revenus bruts des fermes, ce qui est quand même assez gigantesque, mais ça a baissé un peu jusqu'à 20%. Mais au final, ce que tu es en train de me dire, c'est que, OK, peut-être qu'ils ont réduit l'ampleur des subventions, mais une subvention, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vas en élever plus de cochons, tu vas en élever plus de vaches, tu vas en élever plus de moutons, tu vas avoir plus d'animaux au final que tu en aurais autrement. Donc, tu donnes des subventions en général à des produits, donc tu vas en avoir plus. C'est ça l'effet d'une subvention. Tu subventionnes quelque chose, tu vas avoir plus de ce dont tu viens de subventionner. Mais tu me dis que pendant 86 à 2021, parce que le graphique se termine à 2021, ce qui est quand même 35 ans, c'est pas une petite période, là, c'est 35 ans. Pendant 35 ans, tu as subventionné quelque part entre 20 et 40%. Tu ne penses pas que ça a comme contribué à créer le problème? Que peut-être c'est l'État, par son intervention, par sa manipulation du marché, qui a créé le problème, puis que si c'est l'intervention de l'État qui a fait en sorte que tu avais plus d'animaux par kilomètre carré aux Pays-Bas, c'était peut-être que la solution, c'est d'avoir moins de subventions, d'arrêter de donner des aides, d'ouvrir la porte au commerce international. L'Union européenne est particulièrement abusive en termes de restreindre l'accès à des produits agricoles venant de d'autres pays pour protéger les agriculteurs locaux qui sont, écoute, généralement plus inefficaces. Écoute, je suis sûr que si on retournait dans les négociations qu'il y a eu entre l'Europe et le Canada, les États-Unis, là, comment ça s'appelait? Les agriculteurs. Je suis sûr que ça faisait partie je suis sûr que ça faisait partie des discussions. Comment faire en sorte que le porc canadien, par exemple, n'arrive pas en Europe pour protéger les producteurs de porc et d'élevage bovin aux Pays-Bas et dans d'autres pays d'Europe. Parce que de ce que j'ai compris, je pense qu'ils fournissent à peu près le 2/3 de la consommation en Europe. C'est ce que il me semble, je ne suis pas sûr des chiffres, là, c'est à vérifier. OK, écoute ça. Tu as super bon point. Je n'avais pas pensé à cette affaire-là, mais écoute ça. The Canadian pork industry has welcomed the conclusion of the trade negotiations with the EU, which will give Canadians processed pork product free access to the EU, together with a quota of 80,000 tons of pork cuts. Fait que tu vois, ils ont comme dit, tu peux exporter du porc canadien vers l'Union européenne s'il a été transformé pour commencer, mais si c'est non transformé, donc des coupes de cochons, non, mais là, juste 80 000 tonnes. Puis je dis ça de même, 80 000 tonnes sur le marché européen. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose, là. C'est des peanuts. Mais ça, là, je te garantis que tu as absolument raison, qu'il y a eu des producteurs, que ce soit au Danemark ou aux Pays-Bas, qui ont dit non, tu ne peux pas laisser le porc canadien rentrer. Tu ne peux pas laisser aussi peut-être le porc de certains pays. C'est ça. Voyons, disons, je vais donner un exemple.
Je sais que, disons, par exemple, au Brésil, je sais pas où le porc est produit en général, mais disons que c'était le Brésil. Ben non, il ne faut pas qu'il y ait trop de porc de ces pays-là. Puis on va dire que c'est parce qu'ils ne sont pas propres là-bas, puis que c'est des raisons de santé qu'on fait ça. Mais en réalité, c'est toujours des arguments anti-libre-échange. Oui, ça fait que finalement, c'est ça. Fait que finalement, on aurait pu rendre l'Europe, mettons, moins dépendante à ses productions. Parce que là, c'est ça un peu qui est en jeu, c'est que l'Europe est dépendante à cause des mesures protectionnistes, des barrières qu'il y a à l'entrée de l'Union européenne, de la viande qui vient des Pays-Bas. Là, c'est ça qu'on explique dans l'article que je lisais dans le journal L'Express. Il disait, là, pour arriver, parce que là, ça crée... Dans le fond, l'azote, c'est quoi? C'est un composé d'ammoniac, ça pollue l'air, ça pollue les cours d'eau. En gros. Là. Et là, c'est ça qui crée les algues vertes, puis ça fait des particules dans l'air. Puis là, eux autres, pour arriver à leurs objectifs, pour essayer de régler ce problème-là, ils disent, ben là, il y a 131 zones où il y a de l'élevage. Oui, j'ai dit, en passant, j'ai dit nitrogène tantôt, mais c'est un anglicisme de ma part. Nitrogen, c'est azote en français. Oui, c'est ça. Je m'excuse. J'avais même pas porté attention, tu vois, comme quoi on pense. Non, mais encore une fois, pour les. C'est juste pour les gens qui écoutent, ouais. Mais pour les gens qui écoutent, mais aussi pour les épais de sortons les poubelles qui pensent qu'ils ont un gotcha. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, les agriculteurs, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est ouais, mais là, ce que vous nous demandez, ça représente une baisse de 40 à 30 dans le bétail. Puis là, ben, ça fait en sorte en gros, ce qui envoie comme message, c'est si vous faites ça, ben, les gens, ils ne pourront plus manger parce qu'il n'y aura plus assez de viande dans le marché. Mais mon instinct me disait que ce marché-là a été gardé comme ça parce qu'on a empêché les producteurs d'ailleurs de faire venir, d'amener leurs produits dans le marché. C'est comme si, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu comme si, mettons, il arrivait une crise un peu du genre avec les producteurs laitiers. Ils disaient, ouais, mais si vous faites ça, on va être obligé de baisser la production, puis ça va faire ci, ça va faire ça. Mais quelques années avant, on a dit non, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de lait américain qui traverse la frontière parce que là, ça va faire mourir les producteurs, etc. Fait que, tu sais, en réalité, on crée un problème d'une main, on prétend le régler de l'autre. Puis, tu sais, je regardais un peu, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passait aussi au Sri Lanka, là, qui ont toutes sortes de problèmes. Mais encore une fois, tu te ramènes à l'État, c'est pas très long. Tu sais, l'inflation là, est de 55 %. Puis là, ce que tu comprends, c'est qu'en 2 ans, le gouvernement qui est là a vidé carrément les coffres de l'État. Ils ne sont plus capables de s'acheter du diesel, de l'essence. En fait, c'est une catastrophe de gestion de fonds publics. Puis là, ben, le président, il se sauve par la porte d'en arrière. Les gens s'en vont. Mais encore là, c'est encore une fois... Encore une fois, le gouvernement qui arrive avec ses 2 pattes dans l'économie, parce que là, eux, c'est pourquoi ils ont fait ça? Parce que là, bon, les confinements, la pandémie, il faut investir de l'argent pour ci, pour ça. Finalement, ils ont fait bien pire que ce qu'ils croyaient, que ce que peut-être ils étaient intentionnés de faire. Mais tu sais, je regarde un peu, et si le gouvernement a toléré cette situation-là aux Pays-Bas durant des années, puis là, ben, si tout était correct, ça allait beau, il ne faudrait surtout pas nuire à l'agriculture locale. Et puis là, ben là, il arrive une autre affaire, qui est une autre préoccupation qui est l'environnement. Et puis là, du jour au lendemain, on vient de s'apercevoir que hey, c'est donc problématique ce qu'on fait. Il faut absolument arrêter ça, il faut enlever ça. Je sais pas, là. Honnêtement, au niveau de l'activité du gouvernement là-dedans, j'ai des grosses réserves sur la logique de tout ça là-dedans. Oui, écoute, puis non seulement ça, mais la logique qui est avancée par les gens qui parlent de vouloir aider l'environnement, soit dans certains cas de produire davantage local ou de réduire certaines productions. La chose qui me dérange le plus, en toute franchise, c'est la nouvelle tendance à croire que local, c'est moins bien qu'international pour une raison. Tu veux dire l'inverse, que local, c'est mieux. Local, excuse-moi, oui. Que local, c'est mieux que. Ben, notre premier ministre, il nous a dit ça il n'y a pas longtemps. Là. On blague tout le temps avec les ananas de la Côte-Nord. Là. Mais il n'y a pas longtemps, dans une conférence.
Non, non, jamais mais leur donner des idées. moi, j'écoutais la conférence de presse, je me suis dit, un moment donné, ça va arriver. Là. Il nous expliquait que, bon, quand tu es dépendant au commerce international, en termes d'alimentation, inévitablement, tu vas finir par mourir de faim. C'est presque ça qu'il disait. Puis, dans le fond, il faut être autonome en matière alimentaire. Puis là, je le sais qu'il y a du monde qui nous écoute, qui sont agriculteurs, ou whatever. On n'est pas en train de dire qu'il faut que vous n'ayez pas de ferme et que vous ne fassiez pas pousser vos légumes ou que vous n'alliez pas au porc. Tout ce qu'on dit, là, c'est que l'autarcie, là, l'autosuffisance, là, peu importe le domaine, là, ça n'a pas beaucoup bien fonctionné dans l'histoire. Ça n'a pas été des grosses réussites là, partout où ça a été essayé. Là. Mais je vais mettre une chose au clair. Puis je pense que ça, c'est la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun avantage environnemental. C'est pas clair si c'est nocif, mais il n'y a aucun avantage environnemental à consommer local. Puis ça, juste si tu regardes les gaz à effet de serre. Okay? Juste les gaz à effet de serre, puis on va s'en tenir à ça parce que c'est l'exemple classique avec le cas du réchauffement climatique. Quand tu prends les articles scientifiques, c'est qu'économiquement, on n'est pas sûr de l'effet de la libéralisation du commerce international sur des polluants. Parce que ça dépend de la condition initiale dans laquelle tu libéralises entre les pays qui vont échanger. Donc, il y a la possibilité, par exemple, que le pays qui ouvre ses frontières aux autres voit la demande pour ses produits augmenter. Et donc, comme le prix est plus élevé pour eux parce que la demande a augmenté, ils vont produire davantage. Mais ils vont aussi, par exemple, à l'intérieur du pays, réduire leur consommation domestique. La question, c'est au net, est-ce que la consommation additionnelle pour exportation, la production additionnelle pour exportation pollue davantage que la réduction locale. Il faut tenir en compte plusieurs affaires, mais généralement, on arrive que tu prends pas mal tous les papiers. Ils ont l'air d'être soit un petit négatif, soit un petit positif, puis ça pas mal se centre à zéro. Mm-hmm. Mais pourquoi c'est le cas? Puis l'autre article que je te donne, il donne une idée que c'est peut-être même souvent un petit positif. Donc, lui, ce que j'ai, juste pour les gens qui entendent, la première référence c'était de David Blanford, Trade Liberalization versus Climate Change Policy. Puis le prochain, je le partage à l'écran. De toute façon, je mets tout le temps ça dans la description du podcast pour les gens qui le veulent. L'autre, c'était Decomposing the Environment. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Oui, OK, parfait. Il est bien technique, là. C'est un article qui parle des changements dans la consommation versus la production quand ce qu'il appelle tailpipe pollution versus smokestack. C'est deux termes techniques. Tailpipe, c'est quand tu changes la consommation. Smokestack, c'est quand tu changes qui produit. Puis tu as des effets de composition, tu as des effets de technologie, parce que par exemple, quand tu ouvres le commerce international, tu as des économies d'échelle, puis certaines nouvelles technologies, parce que tu produis pour 1 milliard de personnes au lieu de 100 000 personnes, disons, j'exagère, tu peux utiliser des technologies qui sont plus efficaces, donc qui polluent moins, parce que tu produis plus par, disons, tonnes de gaz à effet de serre. Donc, il y a plusieurs effets qui se combattent. Mais au final, tu arrives pas mal à peut-être 0 effet. Ce qui est quand même assez impressionnant comme finding, surtout que quand tu regardes les bienfaits de produire de manière de marché sans donner une préférence locale, ça vient avec des prix plus bas, des niveaux de production plus élevés. Parce que je parlais juste de gaz à effet de serre. J'ai dit qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'un côté ou d'un autre un effet positif ou négatif. Donc, la libération du commerce international n'a pas l'air d'être super positive, pas super négative sur les gaz à effet de serre, mais sur la consommation, sur les prix, sur la disponibilité, sur un paquet de facteurs, c'est super bénéfique. Fait que tu es en train de me dire qu'on a ce truc-là où est-ce que peut-être c'est un petit négatif, peut-être un petit positif, probablement 0, puis tous ces bénéfices-là. Je m'excuse, là, mais il faut qu'on arrête de vanter les avantages du local. Puis ça ne me dérange pas si les gens veulent consommer local. En fait, dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que l'externalité du local est probablement très petite relativement à l'externalité. En fait, elle est probablement de taille égale aux externalités qui viennent de produire à l'étranger, mais il y a un paquet de bénéfices. Fait qu'en gros, la question que tu devrais te poser, c'est les avantages spirituels ou feeling de vouloir consommer local versus les avantages monétaires
parce qu'il n'y en a pas d'avantage ou désavantage ou inconvénient. C'est du moralisme, de manière... en fait. Là. Oui, c'est en fait, tu consommes ton drapeau national à toute fin pratique. Puis si tu veux acheter un steak qui est plus cher parce qu'il y a un petit drapeau québécois dessus, puis qu'il y a un petit panier bleu parce que ça te rend heureux, ben vas-y, gâte-toi. Mais au final, viens pas me dire que c'est environnementalement bénéfique parce que la littérature n'a pas l'air de suggérer que c'est bénéfique ou nocif. Donc, non, c'est ça. Mais l'autre point, c'est ce que je t'avais amené en privé. Puis les deux sujets qu'on a parlé autant au début, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous avez manqué, on a commencé avec la partie Patreon, puis on parlait justement de l'économie circulaire un peu, puis de cette idée-là que quand on revient dans le passé, là, c'est tellement mieux. Là, hein. Les gens avant, ils étaient tellement mieux que nous autres. Là. Puis, tu sais, c'est autant ça, mettons, l'économie circulaire, que là, l'éco-responsabilité, que tous ces trucs-là, oui, il y a des bonnes intentions, puis je ne doute pas une seule seconde qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés pour faire certaines choses, puis ils sont persuadés qu'ils font le bien. Comme disait Voltaire, si quelqu'un veut votre bien, méfiez-vous. Mais, blague à part, il y a toujours un danger quand... Quelqu'un avec un gun dit qu'il veut ton bien. Moi, c'est mon amendement. Oui, mais quand des thèmes comme ça deviennent progressivement des buzzwords, qui deviennent des occasions de faire du signaling, moi, j'ai toujours de la misère avec ça parce que là, les politiciens récupèrent ça. Tu sais, quand c'est rendu que tu as des tables rondes, puis tu as des candidats, puis là, tu as Philippe Couillard, puis tu as un autre, puis là, tout le monde parle d'économie circulaire, ou tout le monde parle d'éco-responsabilité, ou tout le monde parle de, je sais pas quoi, d'achat local. Moi, ça me sonne une cloche qu'on est rendu plus dans le signaling que dans la réalité comme telle. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans l'article Substack que tu m'avais envoyé, où il parlait de justement les élites vertes, là, si on veut, je traduis son mot. Là. Mais une note, le gars que tu parles, là, avant que je m'excuse de te couper, mais le gars Schellenberger, c'est un gars de gauche. Okay? Fait que j'ai pas choisi des gens de droite. Michael Schellenberger se définit comme un liberal, un progressive, centriste. Il dit dans son article, hein, il dit, tu sais, moi, je suis vraiment pas, il dit, je vois que cette mouvance plus, entre guillemets, conservateur, là, selon ses critères à lui, moi, je suis plus un liberal. Américain, là. Au sens américain, et non pas au sens libéral économique. Là. Mais il dit, je me rallie un peu à leurs idées parce que je trouve que c'est insupportable de voir que des élites moralisatrices arrivent tout le temps. Puis c'est ça, moi, que je déplore un peu tout le temps, c'est que il y a moyen de faire des choses puis d'adopter des comportements moins nocifs. Tu sais, tout le monde, il n'y a personne là, qui... Ça, c'est tout le temps le faux débat un peu de l'écologie. C'est que d'un côté, tu aurais les gens qui sont moraux et qui font attention, puis de l'autre bord, des espèces d'abrutis qui brûlent des pneus. Tu sais, la réalité, c'est que tout le monde... Ils veulent juste faire du profit, puis si ça brûle la nature... Oui, c'est ça. Mais tu sais, en réalité, là, les fermiers puis les agriculteurs, là, tu sais, ça, c'est comme les gens qui parlent de cruauté animale. C'est comme si tous les fermiers battaient leurs animaux. Puis là, tu es comme, attendez, là, vous êtes en train de me dire, vous autres, là, que, mettons, le fermier, là, son capital qui est là, ses ressources qui sont là, lui, il n'a pas d'intérêt à bien s'en occuper, il n'a pas d'intérêt à bien traiter son... Non, lui, dans le fond, c'est juste une espèce d'insensible, avare, puis dans le fond, lui, il passe ses journées à fouetter ses animaux. Mais dans quel monde est-ce que vous vivez? Genre, ça prend vraiment des gens qui n'ont jamais rencontré un agriculteur de leur vie pour penser ça. En général, moi, les gens que j'ai connus qui faisaient de l'agriculture, c'est aussi des gens assez préoccupés par la nature. Ça ne fait pas leur affaire de savoir que l'eau qui passe en dessous de leur terrain ou à côté, le cours d'eau soit pollué. On aurait avantage à arrêter de démoniser tout le monde, tout le temps, comme si tout le monde était des espèces de monstres avides de profit. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais au début, là, que ce qui est dégueulasse un peu là-dedans, c'est que c'est fait un peu à l'aube d'une espèce de mentalité là, anti-marché, anti-argent, anti-développement. Là, tu te dis, mais attendez, là, les agriculteurs qui sont là, pensez-vous qu'ils font de la pollution pour le plaisir de la chose? Là? Écoute, j'essaie de trouver un angle, mais je pense, en fait, sais-tu quoi? Californie, c'est peut-être le meilleur exemple. La Californie, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui va parler des feux de forêt qu'il y a là-bas, puis comment c'est dramatique. Puis ça, c'est parce que ça, c'est un signe de comment l'espèce humaine détruit l'environnement. Ouais, la terre brûle.
Ouais, la terre brûle, puis chaque fois, c'est toujours des affaires de même. Puis je suis comme, effectivement, c'est triste, c'est problématique les quantités de forêts qui brûlent chaque année en Californie. Mais je veux juste souligner que en Californie, puis là, je viens de trouver la statistique, il y a 69 900 fermes qui ont une superficie, et voici le premier chiffre que je vois, 15 615 000 acres de terre utilisés. Et la Californie est un des endroits qui subventionne le plus la production agricole aux États-Unis, notamment directement par des cash grants, par le gouvernement fédéral aussi, mais aussi par le fait que, relativement au prix qu'ils auraient payé, comme le prix de marché pour l'eau, l'État de la Californie leur donne de l'eau à toute fin pratique à un prix de 0. Il y a un petit prix à payer, mais après ça, tu te demandes, attends, mais il y a tous ces acres-là qui pourraient retourner à la nature, qui pourraient augmenter la quantité de forêt, qui pourraient réduire l'empreinte humaine, la concentrer plus proche des villes, au lieu d'avoir un étalement plus important. Puis ça, c'est parce qu'il y a un paquet de subventions qui sont données aux agriculteurs en Californie. Puis là, OK, il est où le problème du marché, là? En fait, regarde, les ventes, je viens de trouver le chiffre. Les revenus bruts de vente en Californie de production agricole, c'est 49 milliards. Les subsidies uniquement du fédéral, uniquement du gouvernement fédéral, ça n'inclut pas quoi que ce soit state level, puis ça n'inclut pas la valeur de l'eau, 8 milliards. À toute fin pratique, tu es en train de me dire que juste le cash grant, pas toutes les subventions indirectes, 1/5 de la production à peu près. OK, il est où le problème du marché ici? Le problème, c'est un problème de l'État qui distorsionne les incitations des gens puis qui font en sorte que oui, on a une empreinte plus importante sur la nature qu'on aurait besoin d'avoir pour le niveau de bien-être qu'on a. Puis dans le processus, on a appauvri les consommateurs des États-Unis par à peu près 9 milliards de dollars, par 8,1 milliards de dollars. OK, bravo. Mais à chaque fois que j'entends des gens parler à chaque fois que j'écoute des gens de gauche parler, puis ils me disent mais là, c'est le libre marché, puis c'est le capitalisme qui a fait ça. Puis toutes les fois, je me dis, mais à chaque truc que vous parlez, j'essaie de voir un peu dans le détail. Je dis, bon, je vais aller voir de quoi ils parlent. Peu importe ce que c'est, là, les crises. Quand il y a eu la crise en 2008, 2007, 2008, 2009, là, les gens disent c'est à cause de la déréglementation du secteur bancaire, puis les banques. Là, tu vas voir dans le détail, tu te dis, mais de quelle déréglementation il y avait plus de réglementation. Il y avait plus de règlements. Ils ont foutu le politique avait les deux mains là-dedans. Puis à chaque fois qu'ils parlent de quelque chose qui est supposément relié au libéralisme, au libre-échange, whatever, je dis premièrement, votre accord de libre-échange, là, il y a un livre qui fait 4 mètres de haut avec les exceptions dedans. Moi, c'est pas ce que j'appelle personnellement du libre-échange. Ça c'est peut-être moi qui n'ai pas compris c'est quoi en fait, il y a deux choses. Libre-échange. En fait, juste sur le libre-échange, il faudrait expliquer quelque chose aux gens. Techniquement, là, les règles devraient avoir un appendice qui serait long quand même, mais pour dire comment tu agences des lois, par exemple, des questions de responsabilité, des questions de définition contractuelle, de compatibilité légale. Il y aurait toujours ça dans n'importe quel traité de libre-échange. Cependant, le reste d'un traité de libre-échange, notamment la définition des tarifs et des quotas, c'est la chose suivante. Je ne mettrai pas de tarifs sur tes produits, ni de quotas, et tu feras de même. Ça, c'est une napkin. Donc, la première page, sans l'annexe technique, une napkin. Ben oui, parce que ça, c'est un accord de libre-échange. Parce que moi, toutes les fois qu'on parle de ça, je me dis, mais en réalité, vous parlez de quoi au juste? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un qui est plus social-démocrate ou de gauche parle de ces trucs-là, en fait, ce qui me pointe du doigt, c'est tout ce que nous autres, on appelle les crownies. Ils pointent du doigt l'espèce de connivence qu'il y a entre le gouvernement impotent qui est là et les entreprises qui tournent autour. Parce qu'en réalité, c'est de ça dont ils parlent. Là, la corruption, la collusion, mais le traitement de faveur. Le traitement de faveur. Mais ça, moi, quand je vois Fitzgibbon se promener puis garrocher des millions partout, j'aime pas ça. Là. Fait qu'en réalité, on parle de la même chose, mais eux, quand ils voient ça dans leur tête, c'est le capitalisme libéral. Moi, dans ma tête, quand je vois ça, c'est l'étatisme mur à mur. Le pire, c'est que j'ai plus de mépris pour Pierre Fitzgibbon
que j'en ai pour un militant moyen de gauche qui a juste des mesures que j'aime pas, mais qui n'est pas mal intentionné. Je pense vraiment que Pierre Fitzgibbon, c'est vraiment un gars qui, au niveau même des idées, pas juste des mesures qu'il propose, mais des idées fondamentales, est absolument, absolument tout ce qui est méprisable dans une démocratie libérale. C'est un gars qui se dit, moi je sais quoi faire, je suis capable de choisir les gagnants, je suis capable de distribuer de l'argent à ceux qui vont nous améliorer notre sort. Et l'effet que ça a, c'est que c'est du cronyisme, comme on définit. Ça se mesure. Puis c'est peut-être, en fait, tantôt, là, je fais un peu du coq à l'âne, mais tantôt, tu as dit les termes vacueux comme économie circulaire, toutes ces choses-là qui sont souvent mentionnées. Pour moi, là, parce que c'est pas mal le thème de la semaine entre nous trois, là, moi, toi, puis Yann, les affaires de conspi. N'importe quoi qui est conspi ou conspi adjacent, là, comme on pourrait dire, que c'est pas exactement conspirationniste, mais c'est de la bullshit, for sure. Ouais. Est-ce que tu es capable de définir la chose assez clairement de manière à pouvoir la tester? C'est-à-dire que si tu dis, par exemple, la crise était causée, crise financière, disons, était causée par des méchants banquiers qui ont fait collusion avec le gouvernement. OK, on devrait être capable de voir si, oui ou non, ils ont reçu des traitements de faveur. Donc, dans les livres de compte du gouvernement, on devrait voir s'il y a des subventions. Ou on devrait voir s'il n'y a pas des clauses réglementaires qui réduisent la concurrence pour eux. Ou est-ce qu'ils reçoivent des traitements de faveur? On est capable de tester ça. C'est-à-dire que tu m'as dit ça, c'est une variante du cronyisme. On est capable de voir si c'est le cas. On est capable aussi de faire peut-être du journalisme d'enquête pour voir si il y a eu des paiements, donc il peut y avoir des enquêtes, même des enquêtes aux criminels. Il peut avoir ça, mais il peut aussi avoir des affaires comme l'équivalent quand ils disent c'était l'économie voyons, comment est-ce qu'ils disent ça? L'économie circulaire. OK, ben si tu as une prédiction avec ton économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de déchets. Est-ce que vraiment on fait de plus en plus de déchets en pourcentage de notre consommation? Ça a l'air que non. Peut-être la quantité absolue augmente, mais tu vois que tu peux le tester parce qu'au final, en pourcentage de ce qu'on consomme, on jette de moins en moins, on utilise de plus en plus. Et ça a l'air que ça dépend de la fenêtre de temps que tu prends. Fait que, tu sais, déjà là, j'ai pu définir la chose que je peux critiquer. Le mindset du conspi ou du conspi adjacent, c'est que tu dois définir quelque chose assez vaguement pour que quand tu te fais attaquer, tu peux faire une de deux choses. Dire que la personne ne peut pas voir ça, donc c'est caché, ou que tu es capable de changer le goalpost. Tu peux changer le périmètre pour dire ben ça c'est être conspi. Ça, c'est une définition. Mais moi, j'ai pas de problème avec ce que les gens arrivent avec des clichés ou des trucs, mais tu sais, je suis supposé de pouvoir le vérifier. Ça nous ramène un peu à un livre qu'on a souvent parlé depuis le début du podcast, là, de Anna et Hans Rosling, de Factfulness. Tu sais, la fameuse phrase « Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. » Puis là, tu dis « Attendez une seconde. Prenons juste une partie de l'affirmation. On va aller voir les pauvres de plus en plus pauvres. » Puis là, tu regardes les indicateurs. Puis là, tu te dis « OK, il y a de plus en plus de gens sur Terre qui ont accès, mettons, à l'électricité et à l'eau potable. » Là, je me souviens plus des chiffres, je les donne un peu de mémoire comme ça. Là. Mais mettons que tu remontes à il y a 50, 60 ans, tu avais pas mal plus que 1 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable, à l'électricité. Puis là, ben, tu regardes le temps, puis tu te dis, OK, on est rendu, mettons, à 700 millions. Elle a quand même beaucoup diminué, malgré que la population totale augmente. Fait que là, tu te dis, ben, il doit y avoir quand même des gens qui sont sortis de la pauvreté. Donc, est-ce que cette phrase-là est vraie factuellement ou c'est juste un cliché qu'on répète tout le temps? Et là, quand tu arrives avec des phrases comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Et là, c'est là que tu vois si quelqu'un est honnête ou pas. Et là, ils vont te dire des trucs du genre « Ah, mais c'est parce qu'on a modifié la définition de ce que c'est que quelqu'un qui est pauvre, mais en réalité, c'est... » Là, tu te dis « OK, t'as peu. » Là, tu essaies de changer les termes de la conversation, mon sacrement. Parce que là, j'ai montré que ce que tu disais, c'est pas vrai. Mais là, tu te sauves en disant que « Ouais, non, finalement, t'as raison, mais ouais, c'est ça, goal shifting. » T'as pas le droit de faire ça dans une conversation.
Excuse, si tu fais une affirmation, tu n'as pas le droit de la redéfinir après, à moins que tu la redéfinisses pour dire c'est vrai, mon affirmation initiale n'était pas assez précise. Selon cette mesure précise-là, X. OK, fine. Dans ce cas-là, mais si tu réduis ton affirmation à toujours ce qui est clairement vrai, ben dans ce cas-là, c'est pas un problème que tu aies raison, ou que j'aie raison. Qui a l'affirmation vraie, c'est ce qui compte au final. Mais au final, tu sais, juste comme l'exemple que tu dis, souvent, quand tu fais les nuances nécessaires, tu réalises que tu peux te rendre plus proche de ce qui est pertinent. Le truc que tu dis, genre le pourcentage des riches, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, c'est vrai, dans certaines mesures que les riches sont devenus plus riches que les pauvres plus rapidement, uniquement dans les pays occidentaux. Mais ça ne veut pas dire que de manière absolue, les pauvres se sont appauvris. C'est pas pareil. Tu peux avoir que, disons, les riches ont vu leur revenu augmenter de 5 par année versus les pauvres qui l'ont vu augmenter de 2 par année. Là, ce que tu es en train de dire, c'est pas pareil. Là, ce que ça veut dire, c'est que tu as plus d'inégalités, mais tu n'as pas un écart grandissant en termes de qui vient d'un groupe qui va dans une direction, l'autre qui va dans l'autre. Ils vont dans la même direction. Non, c'est ça. Mais pas dans les mêmes proportions. Moi, je dis deuxièmement, si tu prends tout le monde sur Terre, tu prends tous les gens sur Terre, pas juste les sociétés occidentales, tu prends l'entièreté de la population humaine, les inégalités diminuent tout simplement parce que les endroits les plus pauvres de la Terre, il y a à peine 30 ans, sont devenus tellement plus riches, tellement plus vite que les endroits qui étaient riches. C'est fou, là, quand tu regardes le truc que j'ai partagé, là, en 1990, 1,9 milliard de personnes vivent dans la pauvreté extrême. 1990. 2015, c'est 730 millions. 2018, c'est 650 millions. C'était pas mal une pente de ski, là. Ah oui, puis dans le graphe, là, ce qui est vraiment le fun quand tu le regardes, c'est que toute la baisse a l'air de venir largement des pays d'Asie où est-ce qu'il y a eu les plus grands niveaux d'ouverture économique, notamment en Chine, mais en Inde aussi, mais aussi en Indonésie. Alors que le groupe qui a l'air d'avoir qui a même eu une augmentation dans le nombre, c'est l'Afrique subsaharienne. Puis là, tu peux dire, ah, là, c'est vraiment quelque chose. Puis je te dis que la minute que les pays d'Afrique vont jouir d'une croissance économique qui dépasse l'espèce de moyenne post-coloniale qu'ils ont eue. Et il y a des signes que c'est tout à fait possible parce que tu prends quelques exemples africains où est-ce que la libéralisation était la plus profonde, Botswana, l'île Maurice, les endroits où est-ce qu'il y a eu le plus d'ouverture économique. C'est les endroits dans lesquels tu as eu le plus de croissance de tous les pays en Afrique. La Côte d'Ivoire aussi est un exemple qui a l'air de pas parfait, là, mais c'est des endroits dans lesquels la croissance est tout à fait possible. Donc, ce n'est pas un truc culturel, ce n'est pas un truc géographique. En fait, de tous les pays en Afrique qui devraient avoir le moins de croissance, ça ne devrait pas être le Botswana, parce que le Botswana, c'est comme pogné au milieu, n'a pas accès à la mer, les terrains sont absolument... Puis non seulement ça, mais c'est un des endroits les plus riches en Afrique. Les Seychelles aussi, qui sont un paquet d'îles complètement barren, qui ont très peu à offrir. C'est les endroits les plus haute croissance. C'est quoi que l'île Maurice, les Seychelles, le Botswana ont en commun? C'est qu'ils sont les 3 pays d'Afrique avec les plus hauts niveaux de liberté économique. Et par conséquent, ils sont aussi les 3 pays d'Afrique qui ont le plus de croissance économique. Donc, yay! Mais c'est dans ces pays-là que tu vois les plus grandes baisses de pauvreté. Puis si tu avais de la croissance dans les autres pays, la proportion de la population terrestre qui vit en situation de pauvreté absolue baisserait encore plus. Tu verrais probablement la plus grande baisse d'inégalité sur Terre de l'histoire de l'humanité, seconde seulement à la Chine et l'Inde, qui sont assez importantes juste par vertu de leur poids démographique. Et c'est la prochaine grande étape où est-ce qu'on pourrait avoir un monde encore plus égal. Ça va sûrement finir par arriver d'une manière ou d'une autre. Mais tu sais, si on revient à l'histoire des Pays-Bas 2 secondes, ce qui me fait un peu... ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est que tu vois qu'il y a une tendance, puis ça n'a pas toujours les mêmes impacts négatifs, là, si on veut. Là. Mais tu sais, il y a une tendance parce que maintenant, bon,
ce que dans le texte, il appelait les élites vertes, là. Il y a une tendance à vouloir arriver avec des solutions un peu mur à mur et de les imposer coûte que coûte contre la volonté des gens qui sont concernés. Tu sais, les gens ne s'en rappellent pas, mais l'histoire des Gilets jaunes en France, au début, c'était pas Mélenchon puis Le Pen. Au début, c'était l'histoire d'une taxe sur l'essence. Et là, tu sais, tu as différentes mesures comme ça qui sont supposément des mesures bien environnementales, bien green. Mais ce qu'on a l'air de souvent oublier là-dedans, puis moi, c'est ce que je trouve un peu déplorable, c'est que moi, j'ai toujours pensé que les gens qui étaient plus social-démocrates, qui étaient plus de gauche, leur préoccupation, c'était que les gens qui n'en ont pas beaucoup, les gens qui en arrachent, ben, il fallait leur venir en aide, il fallait les aider, on ne peut pas les laisser pour compte. Et là, ils sont rendus qui supportent au nom de l'environnement toutes sortes de mesures que tu dis, mais en réalité, tu sais, prenons l'exemple des subventions pour les voitures électriques. Moi, que quelqu'un de gauche trouve ça normal que tout le monde se soit ponctionné avec l'impôt pour que quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, moi, je ne sais pas combien de milliers de dollars par année puisse être subventionné pour s'acheter une Tesla. Centaines de milliers. Moi, ça me sidère de penser que quelqu'un qui se dit de gauche trouve que ça a de l'allure. Au même titre que quelqu'un qui se dit de gauche, qui se dit hey, les taxes sur l'essence, c'est génial. Puis là, tu te dis, ouais, mais les gens qui en arrachent, là, qui vont faire le plein de leur voiture, là, c'est qui parle pour eux? Là? Sont où tes valeurs pour ces gens-là? Ouais. Je comprends pas où ils s'en vont avec. C'est comme si l'environnement, maintenant, s'est rendu plus important que le petit peuple, là, si on veut. Ouais, je suis pas sûr que je suis d'accord à 100% avec ça. Parce qu'il y a un truc que moi j'haïs, c'est qu'il est toujours hypocrite. C'est toujours l'espèce d'appel à l'expertise qu'ils vont faire, mais qui est toujours un appel qui est clairement malhonnête. Parce qu'ils vont toujours omettre les alinéas ou les points de confusion, ou les points de nuance. La taxe sur le carbone, là, parce que c'était ça la taxe sur l'essence, c'était ça le but de l'augmentation de la taxe sur l'essence, c'est vraiment un bon exemple. Parce que faut toujours se rappeler qu'il y avait cette chose. Oui. Puis la seule personne qui en a parlé à un moment donné, c'était Stéphane Dion. Puis il a vite arrêté parce qu'il a vu que ça faisait en sorte que les gens de gauche étaient plus fâchés après lui, qu'il avait réussi à défâcher les gens de droite. Puis c'est à son honneur au début, mais son renversement était à son déshonneur. C'est que quand tu fais une taxe sur le carbone, il y a le double dividende que si tu peux te servir des revenus additionnels pour réduire des impôts qui sont plus nocifs. Parce que techniquement, une des rares taxes qui aurait un bénéfice économique net, c'est une taxe sur une externalité. Théoriquement, c'est tout à fait défendable. Donc, tu fais une taxe sur une externalité, mais après, tu te sers des revenus de cette chose pour réduire des impôts qui sont clairement nocifs, comme disons le revenu sur les particuliers ou les taxes sur la masse salariale. Toutes des choses que tu pourrais aider. Mais non, mais ça, on va l'oublier. On va oublier ça. Puis c'est cette espèce d'incohérence-là, où je dirais même hypocrisie dans ce cas-ci, parce que souvent, ils le savent. Parce que j'ai eu des talks, des briefings avec des politiciens dans le passé, où est-ce que c'est pour ça que je ne fais plus de politique publique, parce que je sais très bien que chaque fois que je donne des consultations avec des politiciens, il y a une de deux choses qui se passe, c'est que je deviens utilisé comme un quota. Donc, on peut dire qu'ils ont un cover pour dire j'ai consulté toutes les opinions possibles. Puis, moi, je suis le quota droite. Ou même, dans le cas qu'ils sont d'accord avec moi, ils se servent de ma réputation pour se couvrir puis faire quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire, mais ils vont comme oublier les choses que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Donc, il y a toujours une espèce que je deviens un outil pour ces gens-là, puis je n'ai pas envie d'être un outil. Mais la raison que je pense qu'ils sont hypocrites, c'est que je sais que c'est ça le mécanisme, mais c'est aussi le fait qu'ils le savent. On leur a dit le nombre de fois que j'ai vu des briefings où on a dit à des ministres, à des députés, les nuances et qui ont juste décidé de les ignorer. Ça te montre qu'il y a une malhonnêteté fondamentale, ce qui me fait dire que quand ils proposent ça, c'est peut-être plus une motivation idéologique profonde. Puis quand je disais qu'il y a cette espèce d'anticapitalisme qui est présent chez plusieurs, ben c'est là que je le vois. Parce que si tu étais vraiment cohérent, tu ferais la mesure de l'expert qui t'a parlé, qui t'a dit telle chose, puis tu te dirais, OK, ben on va augmenter la taxe sur l'essence, mais on va baisser tel impôt additionnel pour pas qu'il y ait d'effets négatifs, mais qu'on réduise les externalités. Le fait que tu dis, non, mais je veux quand même garder les impôts, puis je veux pas faire ci, puis je veux pas faire... Non, au final, ce que je viens de réaliser, c'est que tu as décidé de prétendre que tu te consultes des experts, même si
tu les écoutes uniquement sur la partie qui te plaît. Puis si ça te plaît, c'est peut-être parce que c'est électoralement bénéfique pour toi ou c'est parce que tu consommes la valeur idéologique de ce que tu dis, ce qui me fait croire que tu es quand même un bullshitter dans les deux cas. Oui. Mais tu sais, c'est. Il y a un côté là-dedans élitiste. J'ai beaucoup de. Puis pas élitiste au sens noble du terme, là, qu'on s'élève. Au sens geloso du terme, là, mais élitiste au sens méprisant du terme. Ouais. C'est qu'il faut implanter certaines mesures, certains règlements parce que les gens sont trop crétins par eux-mêmes pour faire les bons choix. Fait que, tu sais, parce que dans le fond, au lieu de charger aux gens, mettons, dans une ville, dans une municipalité, au lieu de charger aux gens la quantité d'eau qu'ils consomment, il va falloir faire des règlements pour leur expliquer qu'entre telle date et telle date, ils n'ont pas le droit d'arroser leur pelouse, ils ne doivent pas faire telle affaire, ils peuvent, maintenant, il va falloir qu'ils s'achètent une voiture électrique, ils sont trop cons pour le faire par eux-mêmes, fait qu'on va leur donner, on va leur, via l'impôt, on va finalement faire un genre de programme pour qu'ils le fassent, on va les encourager à faire ci ou faire ça, mais il y a vraiment, puis ça, on le voit, il y a vraiment des gens qui osent le dire comme tel. Là. Pour eux, mettons, ben, c'est une très bonne chose que maintenant, mettons, le prix mettons, le prix de l'essence soit très élevé. Eux autres, ils sont très contents de ça parce que, bon, les gens qui sont trop imbéciles pour s'acheter des voitures électriques, ben, ils vont le comprendre par la force parce que maintenant, ça va être rendu moins cher à cause que si l'essence est tellement chère, maintenant, ils n'auront pas le choix de changer leur comportement. Puis là, tu te dis, mais est-ce que vous pouvez juste arrêter d'essayer de moduler les comportements de tout le monde selon vos idéaux plus ou moins... Attends, non. Moi, je veux faire un pushback un peu sur ça, par contre. Parce que je comprends la logique de vouloir que le prix de l'essence soit plus haut pour au moins refléter la pollution additionnelle dont les coûts sont portés par d'autres personnes. Je veux dire, s'il y a une externalité qui vient avec la consommation, je peux comprendre l'idée, la défense qui est faite. La partie que je pense que là, on est plus d'accord, c'est l'idée que eux savent mieux comment il faut le faire, puis c'est quoi le vrai prix. C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'avant d'essayer de régler les externalités par des mesures correctives, essaye d'enlever les externalités que tu as créées toi pour commencer. Parce que ça, c'est l'espèce d'arrogance, la prétention de la connaissance qui vient avec la politique, que tu sais que non seulement tu as identifié l'externalité, mais que toi, tu n'en créeras pas d'autres. Il n'y aura pas de conséquences inattendues de ton action ou que le problème avec lequel tu gères, ce n'est pas en soi une conséquence inattendue d'une politique passée que tu as développée ou que tes prédécesseurs ont développée. C'est pour ça, tu sais, quand je dis au Québec, tu regardes, exemple, pendant 30 ans, en fait, pas pendant 30 ans, depuis 60 ans, parce que cette année, c'est le 60e anniversaire de la nationalisation d'Hydro-Québec. La nationalisation de l'électricité, pas la nationalisation d'Hydro-Québec, la nationalisation des dernières compagnies privées au Québec. Mais depuis 60 ans, qu'est-ce qu'on fait? On donne des rabais sur l'essence pour les producteurs industriels, sur l'électricité pour les producteurs industriels puis les consommateurs résidentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? On consomme plus, on en a moins à exporter aux États-Unis, dans des États comme le New Hampshire, le Vermont, le Maine, où est-ce que la principale source d'électricité, ce n'est pas une ressource aussi propre que l'hydroélectricité, c'est le charbon. Donc, tu as fait en sorte que tu as pollué davantage par ta politique électoraliste, parce que c'était tout à fait ça, électoraliste, je veux créer des emplois au Saguenay en donnant de l'électricité pas chère, où je veux plaire aux électeurs en offrant une réduction temporaire des prix d'électricité, mais le résultat que tu as eu en manipulant le prix du marché, c'est déjà dur d'avoir un prix du marché étant donné que tu as créé un monopole pour commencer. Le résultat au final, c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec plus de consommation que tu aurais eu autrement, un monopole public, là, bon sang. Tu te retrouves avec plus de consommation que tu aurais eu autrement. Donc, le problème est en partie causé par l'État. Après ça, tu me dis que dans les années 70, on a enlevé les péages sur les routes au Québec. Il y a trop de gens sur les routes, il y a trop de trafic, il y a trop de bouchons de congestion qui fait du smog. Peut-être que tu devrais réintroduire la chose qu'on faisait avant quand les routes étaient semi-privées ou qu'il y avait des mécanismes de marché qui gouvernaient la consommation. Qu'on internalisait ou on réduisait au moins l'externalité en utilisant le marché. Non. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des couches d'intervention de plus. Les urgences sont pleines de monde qui n'ont pas rapport là. Mais c'est sûr, ils ne payent pas. Ben oui. C'est là que j'ai vraiment une frustration à l'égard. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde politique qui sont malhonnêtes. C'est que souvent, quand tu lis les débats législatifs,
Ça l'aurait dit. C'est souligné. Ouais. C'est mentionné, puis souvent, en fait, ça va être soit ignoré. C'est pour ça que j'y crois pas quand on dit là, evidence-based policy. Bullshit. Bullshit. Non. Mais tu sais ce que je ça disais existe, tantôt. ça n'existe pas. Ce que je disais tantôt, je faisais référence à des commentaires des fois que je vois passer de gens. En général, puis ne le prenez pas mal, les gens qui sont de la ville. En général, ça vient de gens urbains qui ont on dirait qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une campagne de leur vie. Puis qui sont comme ben là, le prix de l'essence est cher, ça va juste inciter le monde à prendre le transport en commun. Puis là, t'es comme. T'es-tu déjà allé à Robertval dans ta vie? T'es-tu déjà allé à Rouyn-Noranda? T'es-tu déjà allé en Gaspésie? Il n'y a pas de fucking transport en commun. Puis il y a des gens là-bas qui travaillent principalement dans la foresterie, whatever. Là. Ils font plusieurs centaines de kilomètres par jour dans le bois pour leur travail. Ils ne peuvent pas avoir des chars électriques. Arrêtez de juger le mode de vie de tout le monde en fonction de votre. C'est comme si, genre, moi, je vis dans un appartement au centre-ville, fait que tout le monde devrait avoir ce mode de vie-là. Mais ce mode de vie-là, il n'est pas universalisable. Non, en effet. Mais non seulement ça, mais je trouve ça toujours drôle qu'ils disent ça. Mais tu regardes, par exemple, l'histoire des régions au Québec. On oublie dans les années 1890, 1900, 1910, 1920, même jusqu'aux années 30, on avait le ministère de la colonisation. Mm-hmm. On oublie que ça existait. Et le ministère de la colonisation, une des choses qu'il faisait, c'est qu'il donnait des subventions pour aller vivre loin des grandes villes, pour occuper le territoire. Ça fait pas longtemps qu'on n'entend plus parler de ça, ce thème-là. Même, c'était... même encore aujourd'hui, le gouvernement du Québec prend des fonctionnaires qui vivent en ville pour aller les domper à Murdochville, puis je sais pas trop où, à la grandeur du Québec, parce que, écoute, nos beaux villages rupestres et d'antan, là, il faut les faire vivre parce qu'il ne faut pas dévitaliser nos régions. Puis là, 3 secondes après, ils sont comme hey, il est tellement urbain, c'est épouvantable. Ah ouais, là, tu peux pas dire ces deux choses-là. Là. Non, tu n'as plus le droit, là. Tu as dit une chose, là, ça exclut l'autre automatiquement. Là. Tu peux plus parler des deux choses. Sinon, tu parles des deux coins de ta bouche. Ouais, t'es comme, attends un peu, là. T'es-tu en train de me dire qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, puis 2 conférences de presse avant, tu me dis que tu allais prendre des fonctionnaires, tu allais les envoyer à Chibougamau pour pas dévitaliser le coin, là. Ouais. Mais en même temps, l'exemple que je te dis des fois que il y a bien des politiques publiques qu'on a développées dans le passé qui ont des conséquences inattendues, gigantesques, bien, tu peux plus. Le fait qu'on a forcé l'habitation de certaines régions du Québec a fait en sorte que tu as étalé davantage la population du Québec, que les gens, que dans certaines zones, c'est plus difficile de développer la masse critique pour du transport en commun. L'Internet. Oui, ça c'est un bon exemple parce que tu avais, comment ça s'appelait? Tu avais une candidate du PQ, à un moment donné, Michel Blanc, qui se plaignait de la faible qualité de l'Internet en région, puis c'était atroce. J'avais envie de dire, peut-être que si tu essaies de décourager les gens d'aller vivre en région, pas de les encourager d'aller à Montréal, là, parce que là, tu vas probablement créer des problèmes qu'on n'est pas capable d'imaginer aujourd'hui, mais fais juste arrêter d'encourager certaines choses. Arrête de pousser certains comportements. Après ça, mais le meilleur exemple, c'était. En fait, te rappelles-tu du plan Nord? Ben, le plan Nord, tu avais des t'as un organisme qui existe encore qui, je pense, s'appelle Jeunes en région. Et ça, c'est de mémoire, ça, c'est une patente que, mettons, si tu finis l'école puis tu t'en vas vivre dans une région du Québec, tu as le droit à un retour d'impôt de je ne sais plus combien. Là. Puis ça, c'était pour inciter le monde à retourner vivre au Lac-Saint-Jean, Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine ou je ne sais pas trop. Là. Si ça n'existe plus, ça fait vraiment pas longtemps. Ah, ben, God. Mais tu sais, regarde, c'est un bon exemple. Le plan Nord là, de Jean Charest qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Ça faisait quoi? C'était des subventions pour extraire davantage de ressources naturelles, qu'en l'absence de subventions, les compagnies privées te disaient que ça ne valait pas la peine de le développer parce que le coût était trop élevé. Donc, on s'est dit, prenons un paquet d'argent des contribuables, puis déployons des ressources pour qu'ils fassent ça, puis que les compagnies privées t'ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire parce que c'était trop coûteux de développer la route dans ce cas-là, puis que tu as développé la route juste pour ça. Come on, là. Puis après ça, tu ne peux pas te plaindre que il y a des problèmes environnementaux. Arrête d'encourager certaines choses. Regarde, tu vois. Ça, c'est ça ma frustration quand j'entends des gens qui disent qu'ils ont des solutions. Une partie des problèmes environnementaux qu'on a au Québec, tous ceux qui sont d'étalement urbain, que tu associes 1 degré ou à un autre à l'étalement urbain,
ou à la faible densité de population, ça serait plus précis, une partie peut remonter à des politiques gouvernementales de la fin du 19e siècle. Ah oui. Puis d'autres qui sont plus récentes, tu vois, je l'ai retrouvé, là, Revenu Québec. Le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés travaillant dans une région ressources éloignées. Et là, attention tout le monde, si vous faites votre rapport, c'est la ligne 392 de votre déclaration de revenus. Si vous avez, à la suite de vos études, commencé à occuper un emploi dans les 24 mois datant, suivant la date de votre diplôme, que vous êtes dans une région éloignée du Québec, genre Côte-Nord, là, faudrait lire les détails, puis je n'ai pas le montant précis, là, mais je savais que ça existait encore. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ben ça, en réalité, ce truc-là, c'est une subvention pour aller vivre dans une région. Ben en fait, c'est ce qui serait le fun. Il faudrait qu'on regarde ça pour la prochaine fois. Là. Mais dans les comptes publics, parce que tu as toujours les 2 volumes des comptes publics, mais tu as aussi les volumes des documents des contribuables. Donc, tu sais, où est-ce que tu entends tout le temps la statistique là, du 42 des Québécois qui ne payent pas d'impôts, qui n'est plus exactement ce chiffre-là aujourd'hui. Il faudrait que quelqu'un le mette à jour. Mais le chiffre, on l'entendait tout le temps, il y a comme 10-15 ans, ou peut-être 5 ans, j'oublie, je deviens vieux. Ce chiffre-là venait de cette source-là. Mais il y a 2e volume, te disait, par crédit d'impôt, combien de personnes ont réclamé ce crédit-là? Combien ont réclamé, disons, le crédit pour les déductions syndicales, pour les frais de scolarité? Puis c'était quoi le montant qui était déclaré? J'aimerais savoir combien de personnes ont déclaré cette déduction-là que tu viens de me parler. Parce que si elle n'apparaît pas, c'est parce qu'il y a certaines déductions que s'il y a en bas de 100 personnes au Québec qui la réclament, le gouvernement ne la dévoile pas. En bas d'un certain seuil, je dis le chiffre 100, mais je ne suis pas sûr si le chiffre c'est vraiment 100. Mais en bas d'un certain seuil, le gouvernement ne le déclare pas parce qu'il y a la possibilité de privacy violations. C'est parce que tu es capable d'identifier, parce que, disons, parce que tu en avais tu avais un crédit d'impôt, je me souviens qu'on avait découvert quand j'étais à l'Institut, tu avais un crédit d'impôt pour les analystes financiers provenant de l'étranger et il y avait juste 9 personnes au Québec qui l'avaient. Puis on était tous avec eux dans la salle. Fait qu'on était capable de savoir. On était capable de savoir c'était quoi la masse salariale de ces 9 personnes-là. Tu sais, c'est que souvent, le gouvernement, en plus, ils sont comme en train de, puis on va conclure tranquillement là-dessus, mais ils jonglent souvent avec des préoccupations différentes qui sont irréconciliables ensemble. Fait que là, d'un côté de la bouche, ils vont dire hey, là, les agriculteurs, il va falloir qu'ils arrêtent de polluer pour telle affaire parce que c'est pas bon pour la planète. Et la conférence de presse suivante, ils vont dire là, on a pensé à de quoi, là? On va donner 500$ à tout le monde dans les régions qui veulent prendre l'avion pour aller dans un. Puis là, t'es comme. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, tu me parlais d'émissions de gaz à effet de serre, que c'était vraiment un problème. Là, tu es en train de subventionner les vols d'avion. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, Après ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ça, tu sais, mettons, c'est très mauvais pour l'environnement. Il faut absolument bannir les pailles en plastique. Là, ça n'a plus de bon sens. Il faut absolument bannir ça. Le lendemain, ils font une conférence de presse pour t'annoncer que là, c'est une excellente nouvelle parce qu'au port de Québec, il y a un nouveau bateau de croisière cet été qui va venir. Ça va être bon pour nos restaurants. Puis tu es comme, bateau de croisière, d'après moi, c'est pas super bon pour l'environnement. Ça. Ou encore, il n'y a pas longtemps, on nous présentait le même maire de la Ville de Québec qui nous disait que là, il fallait absolument qu'il y ait un tramway parce que l'Antarctique est en train de fondre. Là, il nous disait que c'est une excellente nouvelle pour la Ville de Québec parce que maintenant, il va y avoir une ligne directe, mettons, entre Québec et Paris, ou je ne sais pas trop, là, qui était annoncée. Là, tu es comme. Mais on essaye juste de vous suivre l'espace d'un instant, puis personne ne comprend. Là. Comment tu peux conjuguer toutes ces patentes-là en même temps? En fait, tu te rends compte que c'est du signaling parce que d'un bord, tu fais une conférence de presse pour dire que tu te soucies de l'environnement. De l'autre bord, tu fais le contraire, mais c'est pour annoncer d'autres choses qui vont être, mettons, c'est bon pour nos restaurants, c'est bon pour l'achat local. Fait que là, OK. Mais si tu mets tout ça bout à bout, tu te dis, ben, l'effet global de toutes ces affaires-là, je suis prêt à parier, en fait, qu'ils nuisent pas mal plus qu'ils aident. Oui. Ben, c'est pour ça, tu sais, que puis ça revient tout le temps au thème, je pense, que c'est carrément le thème de tout ce qu'on dit, toi, moi, puis Yann. C'est tu dois limiter l'État, tu dois établir des règles du jeu dans lesquelles il y a un périmètre, dans lequel on n'est pas sûr si l'État est vraiment bénéfique ou assez bénéfique, mais on sait que si tu augmentes le périmètre, tu vas créer plus de problèmes. Fait que tu veux réduire à la zone où est-ce qu'on a une certitude que l'État est vraiment nécessaire.
Ça, c'est des biens publics, des choses qu'on sait que le marché ne peut pas produire, des externalités, la défense nationale, certains services, tu sais, comme essentiels, peut-être un peu de redistribution. Puis là, tu définis une constitution qui dit que l'État ne peut pas sortir de cette zone-là. Puis non seulement ça, on va mettre le plus de garde-fous possible pour pas que l'État sorte de cette zone-là, parce que quand il sort, il est tellement, non seulement il est tellement incohérent, mais il est incohérent parce qu'il se fait lobbyer par un groupe, par un autre groupe. Il est tiraillé entre des considérations idéologiques, des considérations politiques. Puis au final, tu te retrouves avec une sorte d'État schizophrène qui, au net, peut causer beaucoup plus de dommages. Pourrait peut-être pas en causer une tonne, pourrait en causer beaucoup, mais là, tu es comme dans la zone d'incertitude où ça pourrait être absolument atroce, ça pourrait être bon peut-être, mais au final, tu te retrouves avec beaucoup de variances, puis tu pourras avoir beaucoup de dégâts, alors que de limiter l'État aux endroits où est-ce que tu es sûr, ou au moins tu as, un haut degré de certitude que c'est nécessaire, puis même que tu peux te priver de certaines possibilités, parce que c'est important que tu empêches l'État de... Tu sais, quand on dit, c'est pas juste que l'État soit capable de faire la bonne chose, c'est qu'il est aussi capable, si tu donnes le pouvoir de faire une bonne chose, puis en même temps, ça lui donne le pouvoir de faire des choses absolument atroces, tu ne veux pas lui donner cette épée à double tranchant. Quand tu dis que tu le restreins à un certain endroit, c'est que tu le gardes aux endroits où est-ce que le couteau il coupe juste d'un bord. Right? Il y a juste un couteau coupant, puis là, tu es sûr que ça ne va pas se revenir contre toi, que tu ne vas pas créer de problème. C'est là, je n'ai pas d'autre analogie que celle-là pour décrire, mais c'est ça le discours libéral. C'est pas qu'il ne devrait pas avoir d'État, qu'il devrait avoir une anarchie, l'absence d'État. C'est que tu veux contenir l'État dans un endroit le plus clair possible. Parce que tous les problèmes environnementaux qu'on parle depuis tantôt, si tu es un libéral classique comme nous, tu es prêt à reconnaître que peut-être certaines choses que l'État pourrait faire dans des zones weird, parce qu'il y a clairement de la pollution, des dommages, puis que les gens sont prêts de contracter entre eux pour régler le problème. Puis là, un peu de coercition peut être socialement bénéfique. Mais au-delà de ça, tu pourrais causer plus de dégâts, puis tu pourrais faire mal à la société. Tout le monde qu'on peut convenir que si, mettons, c'est très stratégique pour une raison ou une autre d'avoir des gens qui vivent très loin, bien là, ils ne sont pas assez nombreux, ces gens-là, pour, mettons, avoir que ce soit rentable d'avoir une clinique médicale, bien, ça pourrait être géré par le gouvernement. Un hôpital dans un lieu éloigné, ce genre de truc. Tout le monde comprend qu'il y a des cas de figure où effectivement, le marché ne peut pas nécessairement produire le service qui est nécessaire. Mais là, puis ça, je pense, puis peut-être conclure là-dessus, là, je pense que le problème, c'est que dans la vision que beaucoup de personnes ont, c'est qu'un gouvernement qui fait rien ou pas grand-chose, c'est un gouvernement qui fait pas sa job. C'est comme s'il faudrait qu'il soit tout le temps hyper actif en train de faire plein d'affaires. C'est pour ça que moi, j'avais dit de manière ironique que je faisais l'éloge des plantes vertes. Parce que pour moi, un gouvernement rempli de plantes vertes qui se décrotte le nez à l'Assemblée nationale ou au Parlement, je trouve qu'en général, ça produit de meilleurs résultats que ceux qui sont dans le micro-managing à journée longue, puis font plein de règlements, puis plein de nouvelles lois, qui, regardez ce que ces gens-là produisent, puis posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment utile, ce règlement-là, cette loi-là qui est arrivée? Est-ce que ça répond à un vrai problème? Et si oui, est-ce que ça y répond bien ou mal? Écoute, j'aime ça, puis je vais te donner un exemple d'un politicien, un des rares politiciens qui fit dans ma liste, qui a passé la note de passage. Je ne l'adore pas, mais c'est un des rares qui a fini dans la liste des politiciens que je dis que je n'ai pas de mépris pour. Okay? Tu remarqueras que ça ne veut pas dire que je l'aime, j'ai juste l'absence de mépris. C'est Calvin Coolidge, qui, à un moment donné, lui, avait expliqué que sa job comme président des États-Unis, c'est être actively inactive. Oh oui. Que lui, sa job, c'était constamment de ralentir les ardeurs de tout le monde. Il disait, à un moment donné, quelqu'un avait dit, vous dormez presque 10 heures par jour. Il dit, oui, mais quand je dors 10 heures par jour, tout le monde attend après moi, puis il n'y a rien qui se fait. Et c'est bien. À un moment donné, il disait des affaires comme, c'est mieux de tuer 10 mauvaises, de tuer une mauvaise loi que d'en passer 10 000 bonnes. Il y avait des affirmations comme ça. Il disait 90% des problèmes que tu vas avoir, si tu descends le long d'une rue la nuit, puis tu vois 10 problèmes devant toi, par le temps que tu arrives au coin de la rue, il va en rester un, peut-être même aucun.
Quand il parlait de son secrétaire du commerce, qui était Herbert Hoover, qui était très interventionniste, quand il était président, il avait dit cet homme-là m'a donné plusieurs conseils pendant ma présidence. La plupart d'entre eux allaient tous dans le sens de faire plus. Et généralement, c'était contre-productif. La phrase était most of it unwanted. Il était vraiment comme. Il refusait d'agir. Et il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, comme il a passé. Il a signé les restrictions sur l'immigration, ce qui fait pour moi que je ne vais pas lui donner la note de passage, mais sur d'autres affaires, il était tellement inactif que c'était bénéfique. Mais il disait des choses comme à un moment donné, il y avait une manifestation de policiers, les policiers faisaient la grève, puis il n'a pas dit que les policiers étaient des communistes parce que c'était le scare de l'époque. Il avait dit quelque chose comme il n'y a pas de droit de faire grève contre le public en aucun temps et aucune circonstance. Il avait juste dit ça. Ça, c'était les seuls comme 20 mots qu'il avait dit. Puis après ça, il était rentré dans son bureau puis il n'avait rien dit d'autre. L'homme parlait comme presque jamais. Son surnom, c'était Silent Cow. Bien, ce genre de gouvernement-là a une vertu. Il se limite à certaines choses et il se limite aux choses qui, clairement, sont la prérogative de l'État, la police, les cours de justice, la gestion des externalités, délègue le plus possible aux gouvernements locaux qui sont les plus proches des gens au lieu de donner, parce que lui, il avait été maire d'une ville, par exemple, puis dans sa ville, il était super à gauche, apparemment. Il était un maire très progressiste, mais il disait, au niveau local, ça fonctionne mieux qu'au niveau national. Oui, c'est ça. Parce que il comprenait vraiment la logique de c'est quoi les marges de l'État, puis tu veux t'en tenir à ça. Point barre. Puis ça, c'est un bon gouvernement. Ouais, pas parfait, ça fait plus mon affaire. Pas idéal, parce que je pense pas que c'était idéal, mais c'est mieux ça qu'un truc hyperactif qui finit par être schizophrène. Quand il réussit bien. Quand il réussit pas, il réussit très, très mal. Puis là, tu te retrouves avec qu'est-ce qui se passe? Ça tire de tous les sens, ça n'a aucune cohérence. Puis au net, l'effet positif est zéro. Oui, absolument.